Bonsoir Michel Crespi. Bonsoir. Politologue évidemment. Après notre longue soirée électorale, nous allons faire une analyse de ce second tour des législatives dans le Gard et dans l'Hérault. On commence par l'Hérault. Nous l'avons répété tout au long de la soirée de dimanche. Grand chelem pour la gauche. 8 députés socialistes, 1 Europe Écologie Les Verts. Cette fois, le grand chelem est réalisé. Oui, c'est pas la première fois. C'était déjà arrivé en 93, je me souviens bien, où il y avait eu également un grand chelem, c'était 7 sur 7 pour les socialistes. Enfin, pour la gauche, il y avait un député communiste à l'époque. Oui, c'est un grand succès, mais ça vient aussi du fait qu'il suffit parfois de peu de choses pour que beaucoup de circonscriptions basculent dans un sens ou dans l'autre. Il y a plusieurs résultats qui sont acquis avec des marges extrêmement faibles et un déplacement de 1% aurait pu changer passablement les résultats. L'alliance entre le PS et les Verts a fonctionné. Un député Europe Écologie Les Verts, donc je le disais, est élu, Jean-Louis Roumégas, sur la première circonscription. Ça a été un ticket gagnant quand même, cette alliance. Oui, ça a bien marché, ce qui va poser aux Verts un petit problème stratégique à terme, parce que visiblement l'électorat socialiste et l'électorat vert, c'est le même. C'est la raison pour laquelle, quand le candidat était vert, il a eu les voix socialistes sans problème. Quand le candidat, sans beaucoup de problèmes, quand le candidat était socialiste, il a eu au deuxième tour toutes les voix des Verts sans l'ombre d'un problème. De sorte que les Verts ne peuvent progresser qu'en mordant sur l'électorat socialiste. Donc, ou bien ils deviennent une espèce d'appendice du Parti socialiste, une aile du Parti socialiste, et ils reconduisent un accord comme celui qu'ils ont conclu cette fois-ci, ou bien il faut qu'ils se différencient beaucoup du Parti socialiste, et à ce moment-là, ça pose des problèmes politiques. Alors, on disait un grand chelem, mais peut-être provisoire, car sur la 6e circonscription de l'Hérault, où ça s'est joué à 10 voix près, Dolores Roquet pour le Parti socialiste a été élu, mais Elie Aboud vient d'annoncer qu'il engagerait un recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est pas vraiment une surprise quand on perd de 10 voix sur un scrutin ou sur 40 000 votes. Non, je vous l'ai dit dimanche soir, c'était évident qu'il y aurait un recours, et il me paraît assez évident que le Conseil constitutionnel cassera aussi l'élection, parce qu'il le fait quasiment toujours quand l'écart est aussi réduit que ça. Ce sera probablement pas le seul recours. D'ailleurs, tous ceux qui ont perdu avec une marge de quelques dizaines ou quelques centaines de voix dans certains cas. Comme dans la première circonscription, Jean-Louis Roumégas gagne, le Parti socialiste gagne effectivement de 88 voix. Là, le recours est aussi possible. Oui, on a vu des recours avec 3000 voix d'écart. Le Conseil constitutionnel ne cassait pas, mais des recours, il y en a beaucoup chaque fois. Je crois que la dernière fois, il y en avait 130 et quelques sur 577 circonscriptions. Ça se joue sur des erreurs, pas forcément sur des irrégularités. Oui, ça peut être des procurations qui ne sont pas arrivées, ça peut être quelqu'un qui a signé à côté de son nom, ça peut être des ça, c'est un incident, ça reste un petit incident, mais un incident quand même. Oui, mais quand vous avez un petit incident par bureau et que vous avez 80 bureaux, ça fait 80 voix, voilà. Le Conseil constitutionnel a tendance à casser très facilement quand l'écart est réduit. Quel délai maintenant pour réagir, le Conseil constitutionnel ? Avant Noël. Il faut que le Conseil constitutionnel se prononce avant Noël et que l'élection ait lieu avant Noël. Ce qui se passe en général, c'est que lorsqu'une élection est cassée par le Conseil constitutionnel ou par un tribunal administratif, quand il s'agit d'une élection municipale, à ce moment-là, le sortant, celui qui a été annulé en quelque sorte, est souvent réélu beaucoup plus largement. Les électeurs n'aiment pas qu'un tribunal remette en cause leur vote. On n'aura pas forcément effectivement un écart aussi faible au moment où le vote se refera. Non, généralement, il est au contraire élargi. Alors, de nouvelles têtes, on l'a dit, de nouveaux personnels politiques, des femmes aussi qui arrivent, puisqu'il y a trois élus féminines sur le département de l'Hérault. Ça, c'est aussi un changement important. Oui, progressivement, ça avance. Théoriquement, il devrait y en avoir 50% si les partis respectaient la législation à cet égard. Des jeunes aussi, on l'a vu, Christian Assaf sur la 8e circonscription, Patrick Vignal aussi, qui n'est pas si âgé que ça. Et puis Sébastien Denaja, qui a 34 ans, 35 ans sur la 7e circonscription. Oui, c'est une nouvelle génération. Au fur et à mesure que les politiques les plus âgés, qui étaient tous des hommes, ou presque tous des hommes, prennent leur retraite et se retirent, ils sont remplacés par des candidats beaucoup plus souvent féminins. Donc maintenant, on est à 27% de femmes dans l'Assemblée nationale. Théoriquement, on devrait être à 50. On va finir par y arriver. Ça prendra encore 30 ou 40 ans, mais on va finir par y arriver.
arriver. Et c'est la même chose pour le rajeunissement. Visiblement, il y a des générations qui sont en train de passer, d'être remplacées par des plus jeunes. C'est la loi de la vie. L'étape d'après, hein, le scrutin d'après, ce sont les municipales. Alors, en 2014, peut-être en 2015 ? Peut-être 2015 parce que ça dépend de la façon, du moment où sera votée la loi sur la réforme territoriale. Vous savez que l'Assemblée sortante, sur la demande de Sarkozy, avait voté une loi instituant un conseiller territorial qui remplaçait le conseiller cantonal, enfin le conseiller général et le conseiller régional. Hollande a promis de revenir sur cette loi et de l'abroger, mais de la remplacer par une autre qui ne serait pas exactement forcément la loi précédente. Or, il faut un an entre le moment où la loi est votée et le moment où se déroulent les élections. Donc c'est possible que les élections municipales qui sont prévues pour mars 2014 soient repoussées à 2015 probablement. Pas dans le courant de l'année 2014, parce que 2014 est chargé. Il y a les européennes en juin et des sénatoriales en septembre. Oui, donc le calendrier électoral est déjà bien rempli. Oui. On a parlé déjà des municipales à Montpellier lors de la soirée électorale. Je vous propose d'écouter Philippe Sorel. On lui a posé la question de l'éventualité d'un ticket, entre guillemets, Hélène Mandroux, donc maire sortant, et lui-même, Philippe Sorel. Écoutez ce qu'il répond. C'était au micro de Jean Brun. Hélène Mandroux a indiqué qu'elle souhaitait être candidate. Je l'ai indiqué aussi. Nous sommes tous les deux valablement candidats aujourd'hui. Il n'y a pas de deal aujourd'hui entre Hélène Mandroux et moi, mais il y a un processus à l'intérieur du parti qui fait qu'il y a d'abord le vote des militants, il y a ensuite l'opinion de Paris, il y a toute une série de choses qui doivent entrer en résonance d'ici les élections municipales. Et donc, pour l'instant, ma position, c'est celle que j'ai indiquée en 2010. À la suite des élections régionales, je suis candidat aux élections municipales de Montpellier. La question, c'est, on verra bien, c'est pas encore d'actualité, mais ça peut se faire. Oui, mais c'est pas le seul. Vous avez vu que Damien Alary a annoncé sa candidature dans le Gard, à Nîmes. on en parlait dans un instant. Oui. Sur votre antenne, Madame Mandroux a confirmé qu'elle était candidate au prochain mandat à la mairie de Montpellier, mais le même soir, Monsieur Vézinet et Monsieur Moore ont tous les deux laissé entendre que, ma foi, j'y songeais, qu'ils examinaient, etc. Christian Bourquin aussi. Christian Bourquin, exactement, a dit la même chose. Les proches de Georges Frêche préparent au moins une liste, peut-être deux, donc voilà. On en saura plus dans les prochains jours d'ailleurs là-dessus. On est déjà sur les municipales. Justement, dans le Gard aussi, un mot quand même de ce deuxième tour des législatives dans le Gard, comme dans l'Hérault, une défaite pour l'UMP, mais ce sont des ténors qui sont tombés, entre guillemets, notamment le maire d'Alès, Max Roustan. C'est un élément fort, cette chute de l'UMP dans le département du Gard. Oui, il y a peut-être là aussi un changement de génération et des gens qui étaient implantés depuis longtemps et qui... le cocotier est secoué et donc les plus âgés et les plus implantés finissent par tomber peut-être. Alors on verra, et pour l'instant ils conservent leur mairie, mais Roustan conserve sa mairie dans des conditions très difficiles. Il n'est pas vraiment en bonne position sur la ville d'Alès. La ville de Nîmes a donné une majorité à François Hollande, par exemple, au premier tour pour la première fois depuis assez longtemps. Après, il y a des villes comme Saint-Gilles ou le Grau-du-Roi, où là, ça va être compliqué, en tout cas au Grau-du-Roi, pour Étienne Mouru, qui a été battu en tant que député. Étienne Mouru, il est à 27% sur la ville du Grau-du-Roi, 41% pour Gilles Barthelin. Oui, et il a 72 ans. Là aussi, il y a un problème de génération. Quant à Saint-Gilles, Saint-Gilles a été la première ville de France à avoir un maire Front National avec de Chambrun dans les années 80. Et donc, c'est une tendance forte à Saint-Gilles. Un élu Front National, Gilbert Collard, sur la deuxième circonscription du Gard. Ça sert à quoi dans une assemblée nationale d'avoir deux députés? Comment ils vont pouvoir peser, les deux députés, dont Gilbert Collard, Front National à l'Assemblée nationale? Franchement, pas grand-chose, parce que d'abord, les socialistes ont une majorité large, donc au moment de voter, ça ne pèsera rien. Ensuite, parce que le temps de parole est distribué à l'Assemblée nationale en fonction des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, pour l'instant, il faut être 15 pour former un groupe parlementaire. Ils sont 2, peut-être 3 si Bompard a été soutenu au deuxième tour par le FN, donc c'est possible qu'il s'agrège, mais de toute façon, ça fait jamais que 3. Et je vois
vois pas 12 députés UMP traverser la frontière et passer côté Front National pour constituer un groupe. Donc ça va les priver pratiquement de parole à l'Assemblée en fonction du règlement interne de l'Assemblée. En revanche, ils peuvent être un peu plus présents dans les commissions où les débats ne sont pas retransmis, ne sont pas ouverts aux journalistes. Où le travail est important aussi. Et où le travail est très important parce que c'est tout le travail de préparation des lois. Cela dit, je ne suis pas complètement persuadé que ni M. Collard ni Mme Maréchal Le Pen soient très intéressés dans la préparation des lois. Ils sont sur un combat politique et ça ne les intéresse pas d'amender tel ou tel texte. Ils n'ont peut-être pas une très grande texte. tribune à l'Assemblée nationale, très clairement. Ils auront une tribune très modérée, mais en revanche, le fait d'être présent à l'Assemblée, ça ouvre beaucoup plus les médias parce qu'ils sont dans la salle des 4 colonnes. Donc je pense qu'ils vont se tenir beaucoup plus souvent au bar de l'Assemblée ou dans la salle des 4 colonnes pour rencontrer les journalistes que dans l'hémicycle pour y parler. Un mot du résultat sur la deuxième circonscription, l'élection de Gilbert Collard, ça n'a pas vraiment été une surprise ou vraiment une surprise? Comment on l'analyse? Oui, c'est relativement une surprise dans la mesure où pour l'instant il n'y avait pas de député Front National. Il y en a eu quelques-uns, il est arrivé presque à chaque élection, on connaît un député Front National. Il y a eu la fameuse Yann Pia, il y a eu des députés sur la façade Côte d'Azur. Bon, c'est arrivé de temps en temps qu'il y ait des députés proches du Front National ou membres du Front National. Et pour l'instant, ça reste relativement exceptionnel. Cette circonscription, elle est quand même très particulière par rapport au Gard. Elle n'est pas représentative du reste du Gard, vous le disiez tout à l'heure à propos d'Alès et de Nîmes. Elle a été redécoupée. On n'a peut-être pas assez insisté sur les effets du redécoupage qui avait été opéré par Alain Marlex, qui était le ministre UMP chargé de ça. En 2010, oui. Voilà, et qui a redécoupé les circonscriptions. Et là, cette circonscription-là, il l'avait taillée pour la droite. Et il avait retiré la partie de Nîmes qui en faisait partie, et il a ajouté le canton Vidourle. Et donc cette circonscription, elle était plus à droite qu'elle ne l'était précédemment. Mais elle avait été taillée pour M. Mourru, et M. Mourru a fait une campagne tellement médiocre, et M. Collard une campagne tellement spectaculaire que voilà, les choses se sont inversées. Un dernier mot, et parce que le temps avance, Julien Sanchez, qui a fait un résultat important sur la première circonscription du Gard. Là, c'est pareil pour les municipales. Il a une chance, un ticket à jouer pour le Front National. Un ticket, je sais pas dans quelle mesure, je sais pas ce que sera l'évolution des rapports entre l'UMP et le Front National d'ici les municipales, c'est-à-dire d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, il est tout à fait possible qu'ils se soient alliés et qu'ils fassent des listes communes, au moins dans un certain nombre d'endroits au municipal. Et il est possible que l'UMP ait éclaté entre une partie proche et une partie, au contraire, refusant tout accord. Et il est possible, toutes les cas de figure sont possibles. On n'en est pas encore là, on a 2 ans pour y penser. On aura le temps d'analyser. Merci Michel Crespi, en tout cas, d'être venu analyser à nouveau ces élections sur ce plateau. À très bientôt.